Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Mahmoud et Timothée, élèves de CM1C. Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle émission du quotidien de Charlemagne. Au programme, une émission spéciale sur Zemanel. Zemanel est un comédien, auteur, plasticien et metteur en scène français qui est venu nous rendre visite à Pont-de-Noire pendant une semaine. Il a travaillé avec les plus petits et les plus grands et après présenté des spectacles pour les élèves de maternelle. Voici donc plusieurs reportages et interviews pour mieux découvrir cet artiste et le travail qu'il a mené avec notre école. Installez-vous confortablement, c'est parti! On part tout de suite en voyage dans le pays imaginaire de Simbad le marin qui découvre les îles imaginaires par les élèves de grande section B. Il y a des petites îles, il y en a des très très grosses. Madagascar, c'est une île très 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 grande. Puis appeler ça vraiment une île, mais voilà, c'est un endroit en mer comme ça, il y a de la terre, il y a des arbres, Donc vous allez construire une île, et sur votre île, il y a des choses. Peut-être des gens, peut-être des bêtes, et peut-être un problème aussi. Parce que Simbad, quand il va aller dessus, il va découvrir et il va être obligé de repartir plus loin. Et il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyages. Donc ça va être 7 îles différentes. Et chacun d'entre vous va faire sa propre île. Vous nous direz après tout ce qu'il y a dedans, d'accord? Comment sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, d'accord? Est-ce qu'il y a des animaux? Il peut y avoir un monstre. Il peut y avoir un monstre dedans. Il peut y avoir des gens très sympathiques. Il peut y avoir un tremblement de terre qui l'oblige à partir. Donc c'est à vous d'imaginer votre île. Allez, avec venez. Tout ce qu'il y a là-bas, vous allez construire une île. Ici, vous avez tout le matériel proposé. On a déjà vu en fait. On a les feuilles, on a les enclos, on a les morceaux de bois. Nous avons des fleurs, les coquillages, différentes graines, des pommes de pin, des coques de noix, des pierres à feu et des petits morceaux de bois. Donc, vous allez choisir le matériel que vous souhaitez. Vous prenez ce que vous voulez. Le but est de décorer la bassine en imaginant qu'elle représente une île. D'accord? Donc, vous devez fabriquer votre propre île avec le matériel mis à votre disposition. Ok? C'est toi qui as trouvé ce consigne. Est-ce que la consigne est comprise par tout le monde? Mais attention, donc Zemanel vous a donné une consigne. Il doit dans chaque île peut-être y avoir des personnages, des animaux, des dangers. Puisqu'après on va passer d'île en île et vous nous raconterez un peu ce qui se trouve sur votre île. C'est bon pour tout le monde? Alors allez-y, vous pouvez choisir le matériel. 10 minutes plus tard, Simbad le marin démarre son voyage et il visite les îles créées par les élèves. Il se passe quoi là-dedans? Pas sur l'eau, sur la terre. On en voit des gens. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils font quoi? Il faut essayer d'imaginer. Qu'est-ce qu'elle peut représenter cette fleur? Des plantes carnivores. Ah, des plantes carnivores. Des plantes carnivores. Au début, il avait vu que c'était des plantes carnivores ou pas? Comment il s'est rendu compte qu'elles étaient carnivores? Parce qu'elle mange tous les habitants qui sont... Ah, il n'y a plus d'habitants. Oh mon Dieu! Enfin, il arrive, il y a un habitant encore. Bonjour, je m'appelle Martin. Et le lendemain, Martin n'est plus là. Parce qu'il s'est fait manger. Il s'est fait manger par la plante. Il a bien entendu une petite voix à l'intérieur de la fleur. Et on dirait la voix de Martin. Et il est déjà dedans dans son estomac. Force de la fleur. Oh mon Dieu, mais elle est dangereuse ton Alors, île, Amad. vite, il a intérêt à partir vers un autre voyage. Allez, vite. Allez, vite, il arrive sur ton île. Ah, il arrive sur cette Oh là là île-là. là là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là, c'est une île, Ah. tout est organisé sur cette île. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc Simbad il s'arrête avec son bateau, ses compagnons ils descendent et ils découvrent ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a quoi sur cette île? Alors, les habitants c'est des petits trucs verts, c'est ça? Oui. Et ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de Ils se bizarre? reposent sur l'eau. Les habitants se reposent sur l'eau.
Ils se reposent tout le temps? Ils se reposent tout le temps. Tout le temps. Ah bah là, Une île de paresseux, ils, alors. voilà, ils se reposent tout le temps, ils dorment tout le temps. Oh là là. On va en rester là et Simbad Des fois, il essaie de discuter avec eux. ils se réveillent. Des fois ils se réveillent. En guise de réponse, ils ont... Il a rien compris. Hein. Donc il repart. Hein. Bah oui, une île où tout le monde dort, Pas tout le temps. on peut même pas faire la fête. Hein. Pas tout le temps. Il n'y a pas une île où on fait la Oui, ils se fête? réveillent quand même de Pas temps tout en le temps. temps. D'accord, on est d'accord. Ils Ils se se réveillent. réveillent que la nuit. Ah, ils se réveillent que la nuit. Non. Donc en fait, ils dorment le matin et le soir, C'est quand même son île. Hein. le soir, mais ils se réveillent, Ils se réveillent pour que faire la nuit. fête. Ah, Faire la fête. Voilà. enfin. Très bien. Une île où les habitants se réveillent pour faire la fête toute la nuit. Et la journée, ça dort alors. Oui. D'accord. Et les coquillages, c'est ce qui est en dessous. Tout le contraire de Simbad, lui, il veut être réveillé le jour, donc ils ont du mal à se rencontrer. Ah bah ok, ça suffit, on va... Hop, prochain voyage, là, il arrive sur... On en est où, là? Il arrive là, et... Hop, il va sur Terre, et il y a quoi sur cette île? Une baleine. En plus, dans ces vrais voyages, Simbad va croiser. Elle est comment, cette baleine? Elle est petite, elle est grande? Elle est petite. Une baleine petite. Et ça, c'est toi qui dois répondre. Comment? Une pierre de Oui. feu. Alors, qu'est-ce que tu dis? Un bébé baleine. Un bébé baleine. Un bébé baleineau. Et c'est un Alors, des anacondas. Il va dire que c'est un anaconda? Il y a un serpent alors sur cette île-là. Il est sympathique ce serpent? Non? Il n'est pas un sapin. Lui aussi dévore les gens alors. Oui, il dévore tout et il met que du venin. En plus, Oh là. non seulement il les mange, mais il met du venin. Sur c'est cette dernière île, il arrive là, il descend avec ses compagnons. L'avant-dernière. L'avant-dernier, ouais. Et lors de ce voyage-là, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert quoi? Ah, ils ont juste un pont comme ça pour marcher? Ah non. Les gens, ils marchent sur un pont tout Il y le a temps. des fleurs. Non, ils viennent ici pour se baigner. D'accord. Mais du coup, ils n'ont qu'un pont pour marcher sur cette île-là. C'est pas très large alors. C'est une île, il y a des feuilles, il y a des arbres, mais juste un tout petit pont pour marcher. Et qui est-ce qui vit là alors? Des maisons dans l'eau, des maisons sous l'eau. Non, des maisons sous-marins. Des maisons sous-marins. Ah, les maisons sont sous l'eau. Et ils sont sous-marins. D'accord, je vois bien qu'il y en a. Et il s'en va, Simbad, il n'aime pas cet endroit-là? Bah oui. Pourquoi il n'aime pas? Parce que c'est bizarre. Bah, c'est trop bizarre, des maisons sous l'eau. Marcher sur un pont. Aller voir son voisin qui est à 30 mètres sous l'eau. Bonjour. Je t'invite demain. Non, je peux pas, j'ai bulle. Bon bah au revoir, je retourne à Bagdad. Compagnon, on retourne à Bagdad, il y a trop d'eau ici. Toujours au royaume de l'imagination, nous avons rendez-vous avec les élèves de grande section A qui ont créé une histoire avec Zemanel. L'auteur Zemanel est venu en classe de grande section A. Il a proposé aux élèves d'inventer une histoire. Vous allez découvrir le cheminement et la création d'une histoire avec un groupe de jeunes enfants. Ce sera une histoire avec des animaux. Alors, les animaux, c'est vous qui allez nous dire quels animaux. Mais attention, vous ne les dites pas à tout le monde. Dans votre tête, vous choisissez une bête. Ça peut être n'importe quelle bête. Il faut qu'elle existe. Hein. Je veux pas de dinosaures. Chut, chut, chut. Je veux pas de licorne non plus. Hein. Donc, que des animaux qui existent. Une poule, c'est possible. Hein. Vous le gardez dans votre tête. Ensuite, vous allez le dire à l'oreille. Et elle va noter sur son papier. Et quand on aura toutes les bêtes, on va en tirer 3 au sort comme ça et on va commencer notre histoire. Les 3 animaux tirés au sort sont 2 fourmis et un chien. Et
faut qu'il se passe quelque chose entre ces bêtes-là. Imaginez-les en train de vivre comme ça et il va se passer quelque chose. Il faut qu'on fabrique une histoire. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer chez eux? Alors, au début, on prend toutes les idées. Vas-y. On peut leur petiner. Ah, les fourmis auraient un problème de piétinement. Qui les piétine? Le chien. Ah, le chien aurait piétiné les fourmis ou une fourmi. Très bien. Oh, une autre idée. Hein. La fourmi s'est fait mal. Le chien dit à la fourmi que la fourmi s'est fait mal. Et la fourmi vient là. Une fourmi blessée. Vas-y, une autre idée. Tu penses à quoi? Le chien qui mange la fourmi. Un chien, bah une truc de prédation. Il fait exprès ou... Bah attends, c'est son idée à lui, tu peux pas savoir. Sans faire exprès. Une fourmi forte, la plus forte de la fourmilière, s'en va chercher quelques pierres, comme ça, dans le pré, pour bâtir la chambre de la reine. Tellement sûr de sa force que, voyant une belle pierre, il dit tiens, celle-là, je vais la prendre comme ça. Je vais l'amener. Et la reine sera contente. Elle me kiffe, de toute façon. Et voilà, le voilà qui prend la pierre. Ah, ça facile, je suis tellement fort. Je suis pas si fort que ça, en fait. Et le voilà à moitié écrasé sous le poids de la pierre qu'il avait choisie. Au secours! Crie-t-il pour appeler quelqu'un à l'aide dans la fourmilière. Mais dans la fourmilière... il y a du bruit, il y a des chants, il y a du mouvement, on n'entend rien, on n'entend pas son cri se perd dans les airs, quelque part. Passe alors le chien qui va dans ce pré, parce que dans le champ de maïs est souvent caché sa balle qu'il a perdue quand son maître lui lance. Et trouve cette malheureuse fourmi, pauvre petite bête, se dit-il. Il s'arrête, et c'est quand même fort, hein, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est sa balle, et il prend quand même le temps de s'arrêter. C'est un bon chien, quoi. Parce qu'un chien qui serait pas sympa, il passera à côté, il dit ouais, t'as un problème, toi. Et puis hop, il continuera. Non, lui, il s'arrête et hop, il aide la fourmi. Merci. Et puis, il aide même à peut-être à porter la pierre jusqu'à la fourmilière. Et puis, je te laisse parce que j'ai chez ma babelle qui m'attend. Ok, vas-y, merci. Le lendemain, toujours ce chien, toujours à courir derrière sa balle. Toujours à traverser le pré parce que sa balle est de l'autre côté, dans le champ de maïs. Le voilà tout excité, tellement excité qu'il ne fait pas attention, il court comme un fou, et paf, met sa patte dans la fourmilière et détruit la moitié du bâtiment. Et les fourmis sont très en colère. La reine vient d'ailleurs constater les dégâts et demande à tous ses soldats d'attaquer ce chien-là. Allez, mettez-le à terre, ce toutou. Tout le monde lui saute dessus, on le pique, on le mordit, on lui injecte du poison, le chien, un peu comme ça. Et on est prêt à le manger, hein. 1 million de fourmis. On pourra le découper en morceaux et le mettre dans la fourmilière. Hein. Vient alors la première fourmi qui a été sauvée par le chien qui dit « Mais arrêtez, c'est pas un mauvais chien, il m'a sauvé la vie hier. Et vous savez, Majesté, hein, la belle pierre qui est dans votre chambre, là, dont vous êtes fière, eh ben, il m'a aidé à la porter. Ouais. Ok. Voilà la vie du chien sauvé. Et puis, voilà qu'est née une belle amitié entre chien et fourmi. D'ailleurs, depuis, quand ils passent par là, elles lui disent « Elle est là-bas, 3e rangée, dans le maïs, la babale. » Bon. Donc voilà, on vient de créer une histoire. Nous restons avec les élèves de grande section A qui vont nous lire leurs impressions de spectacle. Laissons leurs enseignants nous en dire davantage. Les classes de la maternelle du lycée Charlemagne ont assisté à un spectacle de l'auteur Zemanel. Voici les impressions des élèves sur ce beau moment tout en poésie. Quelles sont les histoires que Zemanel a racontées? Le petit hérisson partageur, dans le ventre du moustique et la sieste de Moussa.
pourquoi le hérisson partageur t'a plu? Parce que ils ont partagé la pomme. J'ai aimé quand il avait fait la voix de l'hérisson. Il a fait avec les doudous. Raconte-moi un petit peu l'histoire. L'hérisson, il a faim. Il a vu une grosse pomme. Et le lapin est venu. Il a vu quelque chose. Ça, c'est pour moi. Je peux manger un petit bout. Il réfléchit à sa tête, à son nez. Bon, ok, c'est assez grand. Et il entend un bruit. Un autre, un troisième. Tout. Et cette pomme, c'est à qui? C'est à moi. Je peux manger un bout. Il réfléchit à sa tête, à son nez. Bon, ok, c'est assez grand. Roi maintenant qu'il entend un bruit. Encore un. Cette pomme, c'est à qui? C'est à moi. Après, Emmanuel a coupé la pomme. Il a donné un pour la souris, un pour l'écureuil, un pour le lapin et un pour le hérisson. Des petits pas rapides, des petits pas qui volent. Voilà, écureuil qui glisse jusqu'au sol. Et zoué, zipé. C'est à qui ça? La pomme est à moi. Répond hérisson. Oh, et c'est que ça donne faim ça. Il y aurait pas un petit morceau pour moi? Hérisson embarrassé, réfléchit, remue sa tête, remue son nez, mais comme la pomme est assez grosse pour être partagée, il dit D'accord. Allez, coupons-la en 3, il y en aura bien assez. Hein. Pourquoi dans le ventre du moustique t'a-t-il plu? Parce qu'il avait un ventre de la taille d'un ballon. Le serpent faisait... Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils ont pris le couvert et après ils ont parlé. Des personnes ont fait le moustique et quand Emmanuel a porté Pia, c'était drôle. Qu'avaient envie de faire ces animaux pendant l'histoire? Manger l'un après l'autre. Le moustique, il a piqué l'ogre. Parce que l'ogre, il était déconcentré et le moustique lui a piqué. Où il prit la direction de l'ogre affamé. Pique! Comment a-t-il raconté la sieste de Moussa? De façon un peu rigolote. Quelque chose qui était accroché sur le plafond et il mettait les personnages accrochés sur un crochet. Avec un petit mobile et il les a accrochés. Il était en train de dormir mais il entendait toujours du bruit. Et Zémanel, comment il faisait pour distinguer les animaux? Il parlait fort et il parlait doucement. Moussa était devenu quoi? Un bébé. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo. Cola du lolo. Petit pas. Le chat refuse et continue de griffer, de ronronner. Dans l'eau, nage aussi bien que l'écho. Place à une interview des élèves de Saint-Mancé. Ils ont voulu en savoir plus sur le métier de comédien et metteur en scène de Zémanel.
Est-ce que c'est possible de créer un livre quand on est un enfant ou qu'il y a un âge à respecter? Alors, il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, moi, j'ai commencé assez tard. Comme c'est des démarches un peu particulières, j'imagine que si c'est un enfant, il faut qu'il soit accompagné par des adultes pour tout simplement suivre le circuit normal, avoir les bons interlocuteurs. Mais c'est possible, bien sûr. D'ailleurs, il y a de jeunes auteurs qui sont des enfants, oui, en tout cas des débuts d'adolescents, il y en a. Quel est votre livre préféré? Alors, moi, j'adore Victor Hugo, parce qu'il a fait un peu de tout. Et du théâtre, et de la poésie, et de la politique. Et c'est quelqu'un qui s'exprimait sur énormément de choses. Est-ce que vous lisez beaucoup de livres jeunesse écrits par d'autres auteurs? Pas tant que ça, j'en lis quand même, mais j'en lis très régulièrement. J'aime bien aussi lire les histoires des autres. J'adore. D'ailleurs, avec ma maison d'édition Flammarion, de temps en temps, je suis peu mandaté pour travailler sur d'autres titres. Parce que des auteurs comédiens, en fin de compte, ils n'en ont pas tant que ça. Comme c'est ma particularité, du coup, voilà, c'est du marketing. Est-ce que vous êtes toujours content des livres que vous créez? Non, pas toujours. Je les aime toutes, mes histoires. Et puis, il y en a qui n'existent pas en livre et que j'aime encore plus. Mais c'est pas grave si elles n'existent pas en livre. Mais des fois, on peut être un petit peu déçu. Et puis, une fois que le livre est sorti, tu peux plus rien changer. C'est fait. Quand même content. Puis c'est une chance de voir une chose que tu as écrite comme ça qui va se diffuser tout seul, enfin presque tout seul, mais un peu partout, loin. Donc de France jusqu'au Congo, par exemple, c'est étonnant, c'est touchant, c'est émouvant de voir comment des choses autres que des choses agressives peuvent circuler. C'est rassurant. Est-ce que vous allez continuer à écrire des histoires toute votre vie? Ah ouais, je crois que je dois être malade. Et donc c'est un virus dont tu ne peux pas te débarrasser. Comme le théâtre, une fois que tu allais te promener sur des planches et que tu as eu cet échange avec le public, tu peux arrêter un petit peu de temps en temps, mais de temps en temps ça te démange à nouveau. Voilà, c'est une vraie maladie. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire des pièces de théâtre? Alors, les pièces de théâtre, très tôt. En fait, dès que j'ai commencé à être comédien, le travail d'organisation, la scénographie, s'intéresser à ce qui allait se passer sur scène, etc., ça m'intéressait. Donc j'ai tout de suite écrit des choses. Je me suis tout de suite approprié des choses sur des textes même classiques. Je me dis, tiens, comment est-ce que j'écrirais cette chose-là sur scène pour présenter à du public? Et donc, vers 20 ans, je m'intéressais déjà à écrire des choses au plateau, à la scène. Mais pendant très longtemps, j'étais que comédien, ce qui était très confortable par rapport à maintenant. J'apprenais les textes, je jouais, j'étais pas responsable du reste et ça m'allait très bien. Combien de pièces de théâtre avez-vous écrit? J'en écris très régulièrement, au minimum 2 à 3 par an. Soit elles sont destinées à un large public ou tout public, comme on dit, au moins une. Et puis en jeune public, très souvent, des adaptations de mes albums ou des histoires sur des thématiques. Mais ouais, il y a au moins 3 écritures théâtrales par an. Ce qui est très différent de l'écriture narrative d'un livre, d'un album. C'est souvent d'ailleurs un problème qu'on peut trouver à l'école. On demande à des instituteurs de mettre en scène des choses qui ne sont pas écrites pour la scène. Donc ça leur fait un boulot supplémentaire qui a un peu de technique et qui n'est pas forcément pratique. Donc c'est un gros travail de réécrire des choses qui sont juste narratives pour des gens qui vont les faire vivre en jeu et en manipulation, déplacement. Comment avez-vous eu l'inspiration de faire du théâtre? C'était la première chose. Moi j'étais comédien avant d'être écrivain. Je n'avais pas du tout prévu d'être écrivain pour enfants. C'était même loin de moi. D'ailleurs, les choses que j'écrivais quand j'étais comédien, c'était plutôt des choses assez révolutionnaires. Je revendiquais, je dénonçais, j'étais des trucs un peu durs. Et puis quand j'ai eu mes enfants petits, c'est devenu plus doux. Vous faites des pièces de théâtre de quel genre, quelle émotion? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc parfois, ça peut être adressé à un large public, souvent adultes, mais je privilégie quand même la notion familiale. C'est-à-dire que j'aime bien que dans mes spectacles, dans ce que j'écris, ça puisse être un partage entre les petits et les grands. Je ne fais pas des choses exclusives pour
et même parfois des choses violentes dans les idées, alors pas forcément en démonstration. Je pense qu'on peut aussi, dans certains cas, les faire partager aux enfants. Et puis les choses qui sont plus destinées aux enfants, il y a une part qui peut tout à fait être dégustée par les adultes aussi. Mais voilà, c'est très large. C'est très très large. Et il y a des choses. J'écris des choses par exemple sur la situation des femmes dans le monde qu'il faut défendre en permanence, même si des gens les ont déjà défendues. Il faut continuer à le faire. Moi j'ai 2 filles, alors je suis assez conscient de ça. Des choses sur tous les droits humains, ça m'intéresse aussi parce qu'ils ne sont jamais suffisamment bien protégés. On a vite fait de les mettre de côté. Donc tout ça, ça m'intéresse. Et tout ça, ça peut être partagé avec des enfants et avec des adultes. Après, dans les esthétiques, les temps, les rythmes, c'est vrai qu'il y a des spectacles qu'on modèle plus pour que ce soit pour des petits. Par exemple, les cycles 1, ce n'est pas le même public que les cycles 2, que les cycles 3. Ils ont des lignes comme ça de décryptage qui sont différentes. Il faut penser à eux. En tout cas, voilà, quand on fait un spectacle, il faut penser à qui on l'adresse. Moi, j'y pense beaucoup pour que le partage qu'ils puissent bien en profiter, quoi. De quoi parlent vos pièces de théâtre? Moi, je suis un curieux, donc des gens en général, parce que les gens m'intéressent. J'adore regarder les gens. Dire, tiens, ouais, ils sont comme ça. Je suis un mélange de naïveté. J'espère que je vais garder ça longtemps. J'aime être naïf, donc m'étonner des choses, et dire c'est pas vrai. Et en même temps de lucidité aussi avec du recul. Dire ouais. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer entre les deux, mais en tout cas de ne pas perdre mon côté naïf. Donc je parle de tout ce qui m'étonne, de tout ce qui m'intéresse, de tout ce que je vois. C'est un peu la mission de l'artiste, entre guillemets, hein, de dire regardez les gars, j'ai vu ça. Je vous montre comment je l'ai vu. Et puis c'est tout, ça s'arrête là, la prétention de l'artiste pour moi. Où trouvez-vous l'inspiration pour écrire vos pièces de théâtre? Par terre, en l'air, dans l'oreille de quelqu'un, voilà, dans une colère de quelqu'un que j'ai vu passer, dans tout ce qui m'entoure, en fait, faut se nourrir de ça. On ne regarde plus vraiment autour de soi, on veut aller vite tout le temps. Et le dernier spectacle que j'ai commencé à écrire en jeune public, c'est sur cette thématique-là, la contemplation. Regarder les choses autour de soi. C'est l'histoire d'une tortue qui va lentement, qui observe, qui regarde, qui ramasse. Et autour d'elle, ça va super vite. Mais elle fait comme ça. Et on comprend à la fin que sa mission à elle, c'est de prendre le temps de regarder tout ce que les autres ne prennent plus le temps de regarder. Et donc j'essaie parfois, c'est pas évident, hein, de me poser et puis d'observer. Et vous remarquerez tous, hein, vous compris, hein, si vous prenez le temps de vous poser, de ne rien faire, vous comprendrez que rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et puis après, votre tête, elle se met à avoir des envies, à creuser des idées. Quand vous allez trop vite, vous n'avez pas le temps. Une image très simple, vous êtes dans un TGV, il passe à 300 km/h, le paysage, vous ne le voyez pas. Si vous marchez sur un chemin, vous allez retenir un bout de caillou qui a une drôle de forme, un oiseau qui s'est approché jusqu'à vos pieds, un soleil qui était trop brûlant pendant un quart d'heure. Voilà, vous allez retenir plein de choses que vous n'aviez pas de l'autre côté de la vitre en allant trop vite. Dans vos pièces de théâtre, prenez-vous souvent des scènes de vie d'enfants? Non, pas tant que ça. Moi, je mélange un peu tout. Je mélange l'humain dans sa globalité. Mais j'ai écrit quelques textes vraiment où il y a plutôt des enfants. Alors j'ai écrit une pièce pour ados, un peu dure d'ailleurs, hein, La morsure des hyènes, où c'est une bande d'ados, collège, pas très sympa entre eux, avec des espèces de challenges. Ça fait très longtemps que j'ai écrit ça. Et dans le travail théâtral, pour écrire, j'ai changé beaucoup avec eux. C'est-à-dire qu'on essayait des phrases, des langages. Et quand c'était trop un langage d'adulte, les enfants me disaient « Monsieur, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne parle pas comme ça. » Et donc c'est difficile de transposer sur quelque chose de naturel avec de la vie d'enfant.
parce que on est trop dans notre tête d'adulte, c'est compliqué d'arriver à se mettre à niveau parce qu'on a déjà oublié tout un tas de choses. Donc travailler justement à ce moment-là avec les comédiens et le public en direct, c'est intéressant, parce qu'ils vous corrigent. Et la scène aussi, elle vous corrige. La scène, elle a toujours raison. Un truc qui est juste sur scène, c'est comme ça, il faut le garder. Quelles sont vos prochaines pièces de théâtre? En jeune public, j'ai une pièce avec des conteurs musiciens qui est sur l'ombre d'un loup. C'est l'ombre du loup, le titre. Et c'est un loup qui a perdu toute sa capacité à faire peur. Et petit à petit, chaque jour qui passe, il perd ses yeux luisants, ses grandes dents, ses oreilles pointues. Il finit par n'être plus que l'ombre de lui-même. Il s'isole, plus personne n'a peur de lui, il part dans la campagne tranquille. Jusqu'à ce que les humains ils finissent par avoir besoin d'avoir peur, parce qu'ils n'ont vraiment plus peur. Et un jour, quelqu'un tombe sur son ombre, et là, il est terrorisé. Et il revient. Mais il ne revient pas en entier, juste avec son ombre, pour faire peur juste comme il faut. Donc le loup, pour faire peur, il ne faut pas qu'il soit trop visible, il faut juste qu'il montre des petits bouts de lui-même. Ça, c'est en jeune public. Et en tout public, public adulte, d'une manière un peu absurde, je travaille sur le survivalisme. Voilà, mais avec des gens un peu extrêmes qui s'enferment et qui sont prêts à zigouiller leurs voisins qui viendraient leur voler des carottes ou des poules. Et ils se disent qu'ils n'ont pas besoin du reste du monde autour. Et ils s'enferment entre eux en regardant tout le temps à l'horizon. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Est-ce que vous jouez dans vos propres pièces de théâtre? Oui, ça m'arrive assez souvent. Quand je peux éviter, je le fais. Parce que quand je mets en scène, je préfère regarder ceux qui jouent. Quand je suis dedans, je vois moins bien. Déjà, je ne me vois pas moi, alors il faut filmer, puis il faut regarder les... Alors que quand c'est en direct avec des comédiens, tu vois tout. Le metteur en scène, il est censé tout voir. En tout cas, il a du recul, il voit les choses. Mais si tu es sur scène toi-même, tu vois pas ce que tu es en train de faire. Puis j'adore jouer aussi, je ne pourrais pas m'en passer. De temps en temps, hop, j'ai besoin d'être au plateau, puis d'échanger avec le public, d'avoir peur. Dire, oh là là, ça y est, ça va commencer. Et puis de me défouler, d'entendre des applaudissements, des rires, presque comme un air... C'est une sorte d'oxygène, dont une fois qu'on est malade, de cette maladie-là, on a besoin de cet air-là. Une fois que vous avez écrit vos pièces de théâtre, est-ce que vous les transformez en livres ou le contraire? Les deux arrivent, mais en tout cas, systématiquement, dès qu'il y a un album, j'en fais une adaptation en spectacle jeune public. Pour plusieurs raisons, pour pouvoir défendre le livre autrement, et puis c'est aussi une sorte d'acte militant et pédagogique pour dire, voilà, vous avez une idée, c'est devenu un livre. Mais le livre tout seul, rangé dans un rayon de bibliothèque, il n'existe pas. Donc il faut l'ouvrir. Et une fois qu'on l'ouvre, on peut le lire pour soi, c'est dans ta tête, le lire pour les autres, on entend ta voix, apprendre le texte et puis le conter autrement, demander à des comédiens de le faire, construire des décors, changer les animaux qui sont présents ou les personnages par des objets, et donc de faire tout ce voyage, de faire un film. Et là tu dis, une idée, mais c'est drôlement véloce, ça va partout. Et ça peut prendre plein de formes. Quelle est votre pièce de théâtre la plus courte? Pièce de théâtre la plus courte, je sais pas, j'ai jamais eu une question comme ça. C'est une question d'accord, il y a un petit conte très court autour c'est une autre version de Pourquoi le caméléon change de couleur, qui est une pièce très très courte, qui fait pas de spectacle, qui est juste une sorte d'anecdote. Mais là, c'est peut-être un peu trop court pour pouvoir la raconter, mais si vous voulez, je peux vous la raconter, c'est assez court. Oui. Donc au début, le caméléon ne changeait pas de couleur. Il était gris comme un jour de pluie, gris comme un début de nuit. Et un jour qui s'en va, tout gris comme ça, chez lui, il croise une mouche. Et la mouche lui dit t'es pas beau, toi! Et alors lui, il s'en moque. Il est fatigué. Mais la mouche, elle continue. Oh, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau. Et ça commence à l'énerver un peu, lui. La colère commence à monter en lui. Elle gagne son ventre, ses bras. Elle commence à sortir par le nez. Et là, le caméléon se dit, toi, tu vas voir un petit peu, toi, ce que je vais te faire, toi. Et la mouche continue de se moquer. T'es pas beau, t'es pas beau. Et là, il jette sa langue.
et il rate la mouche. Et elle était posée sur une jolie banane jaune, il mange le jaune de la banane. Et la mouche, elle est déjà plus loin, posée sur une jolie fraise rouge, et continue de se moquer. « Ouah, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau !» Elle tire la langue et tout, puis elle fait des trucs avec ses pattes, comme ça. Ça l'énerve l'autre, et il jette encore sa langue, il rate la mouche. Il mange le rouge de la fraise. Et la mouche, elle est déjà posée sur une jolie pomme verte, continue. « Ah, t'es pas beau, 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 t'es pas beau !» Ah, ça l'énerve de plus en plus, il jette encore sa langue, il rate encore la mouche, il mange le vert de la pomme. Et toute la journée, c'est comme ça. À chaque fois, il rate la mouche. Et elle part plus loin, se moquer, et lui, il mange la couleur. Toute la journée. Et à la fin, il est tout bariolé de toutes les couleurs. Il n'en peut plus, il a mangé tant de couleurs. Et, si bien que la mouche, elle ne le voit même plus. Il vient se poser juste à côté de lui, comme ça. Complètement inconsciente. Et là, il bouge pas trop, le caméléon. Il dit, ah, t'es là, tu vas te faire ta fête, t'as tiré un petit feu, là. Et là, il jette sa langue et il attrape la mouche et il l'avale. Il fait, c'est bon, ça. Je reprendrai demain, tiens. Et pour être sûr de ne pas la rater, je vais garder toutes les couleurs que j'ai avalées. Et voilà pourquoi le caméléon change de couleur. C'est pour manger les mouches qui se moquent. Quelle est votre pièce de théâtre préférée? Pièce de théâtre préférée, j'ai joué plein de trucs. Alors, il y en a une que j'ai jouée plusieurs fois. Est-ce que c'est celle qui est ma préférée? Je ne sais pas. J'ai joué au moins 3 fois avec 3 mises en scène différentes. Le Malade imaginaire des Molières, dans le rôle d'Argan. Donc c'est très dynamique, ça file à 100 à l'heure. Et je sais pas, j'ai toujours aimé cette pièce-là. C'est très astral, comme une espèce d'énergie qui part. Les personnages, ils courent. Le rôle de Toinette est extraordinaire. Donc un personnage féminin très très fort. Et alors, est-ce que c'est ma pièce préférée? Je ne sais pas. En tout cas, pour le côté un peu ludique, ouais, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Mais après, j'aime beaucoup de pièces. Il y a des choses plus dures. J'ai joué une pièce très très dure qui est restée comme ça. C'était le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et j'ai joué ça quand ma petite fille avait 3 ans. Donc c'était pile poil le personnage. C'était très dur dans les émotions à ressentir, mais voilà, il y a des pièces qui marquent comme ça, tous les personnages. Édipe à Colonne, ça m'avait beaucoup marqué aussi, la trilogie de Sophocle. Elles ont toutes des choses qui restent. Roberto Zucco, Coltès, c'est un personnage un peu étrange, un peu décalé, que ce soit du moderne ou du classique. À chaque fois, j'en garde une petite trace comme ça, mais j'avoue que je préfère quand c'est un peu jubilatoire. Est-ce que vous vous inspirez de livres d'auteurs pour créer vos pièces de théâtre? Non, assez peu. Je dirais que ça a même tendance à me faire fuir. J'avais imaginé une fois une scénographie autour de exercices de style de Raymond Queneau. Des petits textes très courts qui parlent d'un personnage qui rentre dans un bus, et puis, mais avec des styles complètement différents. Et puis je suis allé à Avignon. Et je me suis dit, tiens, il y a exercice de style de Raymond Queneau. Je vais aller voir. Et je rentre. Et je vois plein d'idées que j'avais eues. Et là, c'était fini. J'avais plus du tout envie de travailler sur ce texte-là. Est-ce que l'écriture d'une pièce de théâtre prend autant de temps que l'écriture d'un album? Ah non, ça prend plus de temps. L'album, souvent, c'est des idées un peu fulgurantes. Comme ça. C'est ce que j'aime beaucoup dans la littérature jeunesse, c'est que c'est très court et très vite, j'ai assez peu de patience en fait. Pas dans la vie, je suis très patient dans la vie avec les gens. Mais du coup, je peux passer à l'histoire suivante. Mais une pièce de théâtre, c'est assez long. De réfléchir aux personnages, de travailler avec les comédiens, de changer des choses, de faire évoluer. Ça peut prendre facilement 1 an. Après, il y a des textes très courts qui prennent très longtemps. Il y a des textes que je peux régler en 1 journée, c'est fini. Et puis d'autres, tu arrives au bout, puis tu trouves que ça boite. Ça va pas. Tu changes un truc, ça boite toujours. Puis des fois, ça boite pendant 5 ans. Tu n'as pas réussi jusqu'à ce que... J'ai un exemple précis de sculpture comme ça. Donc je fais beaucoup de sculptures sur des contes et des fables. Et une fable très connue, donc La cigale et la fourmi, je trouvais rien. Je trouvais pas quelque chose de suffisamment pertinent pour
pour la construire. Je trouvais pas. Mais ça a duré 10 ans. Jusqu'à ce que, des fois c'est un flash comme ça, je lise et je relise l'histoire et à un moment donné, je relis le passage où il est dit « Je vous paierai, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal ». Et là je me dis « Mais bon sang, c'est évident ». C'est toujours comme ça, c'est évident. Elle est banquière, elle fait des prêts avec des intérêts et c'est écrit noir sur blanc, donc... Voilà, la fourmi est banquière et j'ai pu faire ma sculpture. C'est une banquière, elle attend, il y a sa banque, le Crédit Formicole, et la cigale, qui a une forme de violon, vient lui demander un prêt, mais c'est fermé pour tout l'hiver. Ça va lui poser des problèmes. Avez-vous déjà enregistré une pièce de théâtre pour un podcast, par exemple ? Eh ben, j'ai enregistré plein de choses. Après c'est un peu de la nature qui fait ça, mais j'ai un grain de voix qui, une fois enregistré, a priori ça fonctionne bien. Donc j'ai fait des pubs pour des yaourts. J'ai fait une borne d'accueil pour l'armée de terre. Donc les gens ils appuyaient sur un bouton comme ça, clic, puis c'était moi qui parlais. Bonjour, vous êtes en communication avec un interactif de l'armée de terre. Puis après je choisissais des options. J'ai fait le code des cheminots pour passer leur permis de train. Réponse A, voltage, réponse B. Et puis quelques histoires aussi, évidemment, notamment pour Flammarion. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, je fais des voix pour ma fille quand elle a besoin. Puis maintenant, c'est un peu plus facile d'enregistrer des choses qu'avant. Les outils sont plutôt de bonne qualité. On peut régler avec l'ordinateur très facilement les grains et les niveaux. Donc... je peux faire des tas de voix, d'ailleurs j'aime bien parler comme ça. Ça va toi ? Non, ça va pas. Tu sais pourquoi ça va pas ? Non, je sais pas. Demande à machin, puis voilà, je peux faire plein de voix comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais là, mon petit gars ? Je suis perdu. Tu t'es perdu. Ça tombe bien, j'ai faim. Ah bon ? Dans vos mises en scène, est-ce que vous changez de décor à chaque scène ? Non, il n'y a pas de ça en fait. Le système des rideaux, changement de plateau avec changement de décor, ça n'existe pas. En fait, le décor est souvent évolutif. Et puis il n'y a pas de décor, jamais de décor pour faire décor. Un décor, il doit être utilisé aussi pour faire des éléments chorégraphiques, pour être manipulé. J'aime bien les décors qui se transforment, qui est d'une façon au début, et puis on se rend compte que les choses qui sont dedans, elles servent aussi à autre chose après. Et puis une fois qu'on a commencé à tourner un peu avec une compagnie, avec plein de contraintes, où on va se déplacer un petit peu partout en nomade, on essaie de rendre le décor hyper efficace pour qu'il serve à plein de choses. Donc, mais si on me donnait les moyens sur un grand plateau avec, tu as 30 personnes pour toi, tu les fais travailler, et puis tu as 15 techniciens, tu dis ok, je voudrais 3 tonnes de terre là, à cet endroit-là, là vous me mettez 50 cm d'eau, et je voudrais quelqu'un qui vole. Ça m'amuserait aussi de le faire, mais j'ai pas les moyens de faire ça. Pouvez-vous nous expliquer comment vous mettez en scène vos pièces de théâtre ? Ouais, mais en tout cas en observant beaucoup. Alors pour moi la mise en scène, il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est que celui qui va mettre en scène, il faut qu'il devienne propriétaire de ce qu'il veut mettre en scène. Même si c'est quelque chose de connu, il se dit bon, il faut que je raconte ça. Comment je vais faire ? Et puis une fois qu'il s'est dit bon voilà, il faut que j'en fasse quelque chose qui m'appartienne, et puis je vais le mettre en scène. Ensuite il y a les comédiens qui vont arriver. C'est une autre contrainte. Le metteur en scène il fantasme un truc dans sa tête, et les comédiens ils arrivent avec ce qu'ils sont. Et le juste chemin c'est de tenir compte de ce qu'ils sont, parce que tu peux pas leur faire autre chose que ce qu'ils sont non plus. Tu peux pas les transformer, tu peux pas exercer de violence sur eux pour... Donc c'est vraiment un partenariat, et tu seras peut-être un petit peu frustré sur les fantasmes que tu avais, mais en écoutant ce qui se passe devant toi, tu vas aussi découvrir autre chose que tu n'avais pas prévu. Et à la fin, tu as une recette commune, qui est le résultat de ce que les autres ont apporté, et puis de ce que toi tu voulais. Et
le bon résultat, c'est vraiment quand il y a un échange entre ces deux choses-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos pièces de théâtre? Alors, il faudrait choisir quelque chose avec une référence, pour que ensuite les gens... Par exemple, je reviens à Molière, parce que l'avare. L'avare, la mise en scène que j'ai choisie avec des comédiens, c'est que j'ai choisi 4 avares. C'est-à-dire que le personnage de l'avare était 4, 2 femmes et 2 hommes. Je suis parti d'une affiche de l'époque de Molière, où il y avait un dessin, il y avait l'avare, et il y avait l'ombre de l'avare qui était en train de piquer un truc dans sa poche. Et je me suis dit qu'il était un peu schizophrène. Donc toute la pièce était traitée de la manière suivante, avec 4 comédiens pour faire l'avare, avec 4 personnalités différentes, 4 corps différents, ce qui le rendait hyper fort. Quand il était en interaction avec un autre personnage, ils étaient 4 sur lui. Donc ça le rendait presque monstrueux. Et quand il a la scène avec sa cassette, c'était terrible parce que, effectivement, il s'était volé lui-même, c'était possible. Et en plus, il y avait 4 possibilités. Alors, et quoi, devenir fou? Donc voilà, le choix, parce que il y a tellement de mise en scène là-dessus que pour que tu te justifies le fait que, tiens, moi aussi, je vais faire cette mise en scène-là, il faut au moins que tu aies l'illusion d'avoir trouvé un truc original. Sinon, tu fais pas. Si c'est pour faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait, c'est pas la peine, t'as pas envie. Et donc, je me suis dit, ça, personne n'a fait encore. Je me sentais légitime pour faire ça. Tu mets en scène, il faut que tu te sentes légitime pour le faire, avoir l'impression que tu poses une pierre supplémentaire à ce qui a déjà été fait autour de ça. Et sur des pièces classiques, il y en a plein, c'est dur de trouver une approche un petit peu différente. Merci. Et ben, au revoir. Ravi d'avoir pu discuter avec vous. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur Zemanel. Merci à vous. Et si on laissait Zemanel nous raconter une histoire dont il a le secret? Toujours avec humour, écoutez l'histoire des animaux moches. Si vous voulez, je vous raconte celle-là. Ça s'intitule Moche. Je vous raconte celle-là? Oui. Très bien. Alors, c'est l'histoire de Tifa Cochère. Et Tifa Cochère, il est moche, il est laid, terriblement laid. De mémoire de Facochère, on n'a jamais vu un Facochère aussi moche que ça. Tout le monde lui dit. Et chaque fois qu'il croise quelqu'un, ça leur fait même des hauts le cœur. Tellement il est moche. Sa propre mère lui dit tu es moche, mon fils. Et il dit à sa maman, merci, maman. Parce que chez les Facochères, c'est important d'être moche. Plus tu es moche chez les Facochères, et plus tu as de la valeur. Donc il en est fier d'être moche comme ça. Et son grand-père, un jour, lui dit mon petit Facochère, tu sais, tu devrais faire un concours. Un concours de laideur, de mocheté, si vous voulez. Ah bah oui, pourquoi pas, il y a bien des concours de beauté. Alors des concours de mocheté, on devrait bien trouver. Il cherche, et... Ah, il y en a un. Je vais y aller, et je vais gagner. Et le voilà parti sur les chemins. Et là, il croise Titienne. Titienne qui arrive, avec des yeux comme ça... le poil collé, de la bave qui dégouline, et puis des dents un peu tordues comme ça, hirsutes sur la tête. Il la regarde, il fait, mais tu es malade. Non, c'est comme ça. Je vais au concours de mocheté, je vais gagner. Et la petite Facochère, elle se dit, oh, c'est vrai, elle est forte quand même. Elle a ses chances. Bon, c'est pas grave, ils font connaissance, ils font copain-copain, chemin commun, et les voilà qui continuent de marcher. Ils sont 2 maintenant. Et là, ils tombent sur Timarabou. Timarabou, alors lui, il a un bec qui va jusque par terre, comme ça. Des yeux violets, bleus, avec des 3 poils sur la tête, et puis des boursouflures comme ça, vraiment horribles. Il le regarde un peu inquiet. Oh, qu'est-ce que t'as mangé? C'était pas bon?
Et non, dire au concours de mocheté, c'est moi qui vais gagner. Puis ils se disent, bah oui, c'est vrai, il a ses chances aussi, il est fort aussi. Hein. Oh là là. Du coup, il est un peu démoralisé, Tifa Cocher. Il pensait pas qu'il y avait autant d'animaux moches comme ça. Et il continue, parce qu'ils font copain-copain, et ils arrivent presque au lieu du concours. Et il y a quelque chose qui arrive par le ciel, qui vole comme ça, qui se pose devant eux. Alors là, c'est des ailes, mais il n'y a pas de plumes, quoi. Une espèce de peau comme ça, et des yeux qui partent dans tous les sens. On croirait qu'il y en a 6, mais en fait, il n'y en a que 2. Et des dents qui sortent de sa gueule de partout. Et ces petites chauves-souris qui se posent devant eux. Qui leur dit, si vous cherchez le vainqueur du concours de mocheté, et devant vous, c'est moi. Ils sont étonnés de voir encore un autre animal aussi moche que ça. Mais c'est pas grave, ils font toujours copain-copain, ils disent, on va y aller ensemble. Et puis ils s'entraînent à être encore plus laids, plus moches, ils font des grimaces. Pour le concours, hein, c'est important. Et ils se disent, ah mince, sur le podium, ben, il n'y a que 3 marches, un podium c'est 3 marches, c'est comme ça. D'accord. Un podium pour les... Voilà, il y a la marche haute. Là, c'est comme ça, un podium. Il n'y a que 3 marches. 1, 2, 3. Et eux, ils sont 4. Donc, il y en a un de nous 4 qui ne sera pas sur le podium. Ah, c'est pas grave, tant pis. On reste quand même copains. Et ils font le concours. Ils passent chacun leur tour. Il y a déjà du monde qui passe. Hein. Attends, je finis. Hein. Il y a déjà du monde qui passe. Il y a même des crocodiles, des serpents qui passent. Et les juges, ils annoncent les vainqueurs. Et ils sont pas dedans. Il n'y a ni Titienne, ni Tifa Cocher, ni Titi Marabout et ni Tite Chauve-souris. Ils ne comprennent pas. Les juges disent, ah non, applaudissez les vainqueurs, les voilà. Et ils s'approchent et il n'y a personne, ils ne voient rien. Ils sont les vainqueurs, c'est quoi cette blague? Et les juges leur tendent une loupe. Et puis on peut voir plus gros avec. Ils leur tendent une loupe et ils regardent la loupe et sur le podium, ils voient Petite Araignée, Tipou et Titique. C'est eux qui ont gagné. Une araignée, un pou et une tique. Et eux, ils sont vraiment, vraiment affreux. Ils n'avaient aucune chance, ils ne pouvaient pas gagner contre eux. Et les juges leur disent, écoutez les enfants, vous auriez même pas dû venir, vous êtes trop beaux. Trop beaux, quoi. Ah, la honte. Ils rentrent chez eux tout tristes. On leur a dit qu'ils étaient trop beaux. Ils sont tellement tristes que pendant une semaine, ils mangent même pas. Et la maman de Tifa Cocher, elle voit à quel point il est malheureux. Elle le prend dans ses bras. Elle lui dit, tu sais, mon petit, même beau, je t'aime quand même. Donc voilà, mon histoire de moche. Ça va être ça. L'histoire se termine là. Notre mission spéciale Zemanel est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu. Merci à Zemanel, aux journalistes, aux enseignants, aux élèves et à vous qui nous écoutez. Rendez-vous très prochainement de notre dernière émission de l'année. À très bientôt.